troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Gaspard Hubert Loncy Coco et nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Alfred Chango. L'actualité économique à présent au Nigeria. La Banque centrale défie le gouvernement. Elle a maintenu à 14% ses taux d'intervention, ignorant ainsi les appels à la baisse des autorités pour soutenir le marché du crédit. Explication avec Idelette Mirabel-Bissou. La Banque centrale du Nigeria maintient son taux d'intérêt de référence à 14%, résistant ainsi à l'appel du ministre des Finances, à savoir réduire les coûts d'emprunt. Le ministère des Finances souhaitait que la Banque centrale puisse baisser les taux d'intérêt, ce qui permettrait au gouvernement d'emprunter. Mais le comité de politique monétaire a décidé de laisser inchangé en septembre le relèvement du taux de référence de 200 points de base, décidé lors de la dernière réunion en juillet 2016. Le comité de politique monétaire a examiné les nombreuses analyses et appelle à la réduction des taux, mais il est venu à la conclusion que les plus grands défis auxquels est confrontée l'économie restent aujourd'hui des réformes structurelles non systématiques et incomplètes qui soulèvent des coûts, des risques et des incertitudes. Le Nigeria traverse sa première récession depuis plus de 20 ans. Cette dernière est provoquée par la chute des prix du pétrole dans le monde depuis 2014. L'inflation a atteint à 11 ans son pic le plus élevé, soit 17,6% en août 2016. Le Naira est échangé à un niveau record de 425 $ sur le marché parallèle depuis la semaine du 12 septembre. Les membres ont souligné les impératifs de diversification de l'économie en dehors du pétrole au profit de l'agriculture, de la transformation et des services, ainsi que d'autres efforts pour le paiement des salaires des employés du secteur public. Du côté de l'offre, les efforts doivent s'intensifier à des dépenses en capital accru pour réduire le déficit des infrastructures, améliorer l'environnement des affaires et stimuler la croissance. Malgré la fluctuation des prix sur le marché international, le Nigeria prévoit une production pétrolière minimum de 2,3 millions de barils par jour en 2018 et 2,4 millions de barils par jour en 2019. L'État prévoit aussi de diversifier son économie avec une augmentation significative des recettes non pétrolières entre 2017 et 2019. Jean-Marie, par cet acte de défiance, la Banque centrale du Nigeria affirme son indépendance, qui peut être un point positif du point de vue des investisseurs. Peut-être du point de vue des investisseurs. Les investisseurs, il ne faut pas compter. C'est vrai qu'on parle souvent sur ce plateau à Mireille des investisseurs étrangers. Mais il faut d'abord commencer par l'investissement interne. Vous savez, dans une économie, vous avez 3 piliers essentiels qui sont la politique monétaire, qui sont la politique budgétaire et la politique fiscale. Les 3 doivent aller ensemble. Donc ici, là, dès l'instant que vous avez une récession au Nigeria qui ne permet pas, comment dirais-je, de relancer l'activité parce que l'économie n'est pas suffisamment diversifiée. Donc, que faut-il faire en ce moment-là, dans ce cas-là? C'est la Banque centrale qui doit, à travers, si vous voulez, les taux directeurs, favoriser la relance de l'activité. Ou alors, selon ma lecture, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce qui se passe au Nigeria, la Banque centrale joue contre l'économie nigériane en tant que telle. Parce qu'on l'a vu partout dans le monde entier. Vous n'avez qu'à regarder les époques de récession. La récession qui a eu lieu ici, là. Quels sont les taux qui étaient pratiqués par la BCE? Quels sont les taux qui sont pratiqués par la Réserve fédérale aux États-Unis, la Fed? Donc à partir de là, je ne pense pas que l'indépendance d'une banque en Afrique, en l'état de nos économies, soit, si vous voulez, une chose favorable par rapport aux nécessité du développement de nos économies africaines. Alfred, alors pour justifier sa décision, la Banque centrale a fait savoir que la politique monétaire, elle seule, ne peut pas sortir le Nigeria de la crise et lui permettre de relever les défis qu'il traverse. Qu'en pensez-vous? Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faut combiner plusieurs choses. Il y a cette politique monétaire qui est mise en place, bien sûr, financière, politique économique de l'État, politique budgétaire, ça a été rappelé. Mais c'est surtout l'État qui doit donner une impulsion en réorientant sa politique vers, par exemple, les investissements ou en revoyant le budget, les prévisions budgétaires au regard justement de la crise économique que le pays traverse. La politique fiscale, bien sûr. Mais vous pouvez baisser les taux directeurs si par ailleurs il y a de soutien, on a dit qu'il y a absence d'investissement.
On a dit, mais oui, il y a absence de diversification. Ça aurait été des leviers qui, couplés justement à cette politique monétaire, auraient permis justement le redressement. En Europe, c'est différent, ou aux États-Unis, parce que, bien sûr, il y a la baisse de la croissance, mais elle est limitée. Mais en même temps, il y a des politiques économiques qui sont dynamiques, qui permettent justement que lorsque la Fed baisse ou la BCE baisse les taux directeurs, qu'on puisse effectivement assurer des liquidités aux banques commerciales qui répercutent sur les investisseurs, etc. Et donc, ça permet de relancer la croissance. Monsieur Lonsi Coco, très rapidement. Je pense que la théorie, elle est bonne, mais sauf qu'on est devant le fait accompli, il y a un problème. Et si un État ne peut même pas obliger sa banque centrale à jouer sur la fluctuation monétaire, je trouve qu'il y a un risque très très grave, quoi. Parce qu'un État qui ne peut pas jouer sur sa monnaie n'est pas indépendant. Messieurs, malheureusement, on n'a plus le temps pour ce débat, dont l'actualité également. Jean-Marie, s'il vous plaît, mobiliser 300 à 400 milliards de dollars pour nourrir l'Afrique. Telle est l'ambition affichée par la Banque africaine de développement lors de la présentation de sa stratégie pour la transformation de l'agriculture africaine à l'horizon 2025. Les détails avec Idulette Bissouf. La Banque africaine de développement va mobiliser entre 300 et 400 milliards de dollars pour sa stratégie de transformation de l'agriculture sur le continent. Baptisée Nourrir l'Afrique, cette stratégie a pour objectif de réduire la pauvreté, d'éradiquer la faim et la malnutrition à l'horizon 2025. La faible productivité, le manque d'infrastructures et l'accès au financement sont entre autres les difficultés que rencontre l'agriculture africaine. Si on peut déjà résoudre la question du financement spécifique du financement de l'agriculture, c'est déjà apporter une réponse. Encore faut-il que les fonds soient bien dédiés et directement disponibles pour l'agriculture. Mais il y a quand même une deuxième problématique qui est importante. On ne peut pas parler d'agriculture, de modernisation de l'agriculture, de développement de l'agriculture, sans entrepreneurs agricoles. L'Afrique dépense près de 35 milliards de dollars chaque année dans l'importation de denrées alimentaires, alors que le continent dispose de 65% des terres arables non cultivées. Pour atteindre les objectifs de la BAD en ce qui concerne la stratégie de transformation de l'agriculture sur le continent, la formation des ressources humaines, le développement des industries agricoles et de transformation, sans oublier le partenariat public-privé, sont entre autres les passages obligatoires selon certains analystes. Il y a déjà cette question du financement qui doit être spécifique et qui est bon, la BAD peut régler. Il y a la question aussi du développement maintenant des hommes, c'est-à-dire des entrepreneurs agricoles. Il faut former des entrepreneurs agricoles, absolument des personnes qui soient là, c'est-à-dire à tous les échelles, c'est-à-dire depuis les petits agriculteurs, les gens qui rassemblent ces produits, des gens, mais dans tous les domaines, il faut quand même de toutes les manières qu'il y ait également des entrepreneurs agricoles. En juillet 2003, à Maputo, les chefs d'État africains avaient pris des engagements pour booster à moyen terme l'évolution du secteur agricole sur le continent. 13 ans après, les résultats sont loin d'être reluisants. À ce jour, moins de 10% des 54 États africains allouent 10% de leur budget au secteur agricole. Jean-Marie, quelle appréciation faites-vous de la nouvelle stratégie agricole présentée par la Banque africaine de développement ? Je pense que c'est une bonne stratégie. La Banque africaine de développement, je le répète depuis pratiquement quelques années aujourd'hui, la Banque africaine de développement est devenue, si vous voulez, un interlocuteur valable sur le marché financier. Moi, j'exhorte souvent les États africains ici, là, de pouvoir donner mandat, c'est-à-dire tous les emprunts que tous les États africains sont en train de contracter, ces États-là contractent ces emprunts-là à des taux directeurs qui sont relativement exorbitants par rapport aux autres sources de financement qui sont existants sur le marché. Alors que si les États africains pouvaient donner, si vous voulez, les objectifs, le nouveau président qui a remplacé M. Kaberuka a eu la même vision. C'est-à-dire il est dans la poursuite de ce qu'a fait le président Kaberuka. Donc, maintenant, que faut-il pour les États africains? C'est-à-dire pour essayer d'abaisser les charges de la dette, c'est-à-dire on donne mandat à
l'État, on me dirait que l'État est beaucoup plus fiable. Mais là, vous avez, si vous voulez, dans l'économie internationale financière dans laquelle nous nous trouvons, c'est la notion de confiance qui joue. C'est vrai que vous avez la confiance des États derrière, mais la BAD est en mesure de pouvoir négocier des taux beaucoup plus avantageux pour les économies africaines. Aussi simple que ça. Justement, l'institution assurera une partie de l'enveloppe, Alfred, à hauteur de 2,4 milliards de dollars par an. D'où viendra le reste du financement compte tenu de la conjoncture économique assez difficile? Est-ce que les États sont prêts à mettre 10% par exemple de leur budget pour le développement de l'agriculture? Les États africains, c'était prévu depuis les accords de Pretoria, si ma mémoire est bonne, de Durban, où les États s'étaient engagés justement à mobiliser ces moyens-là. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été atteint par les États africains. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement, évidemment, va mettre à partir de ses propres fonds l'équivalent de, je ne sais plus, 22 milliards de dollars pour soutenir justement ce vaste projet de l'agriculture, de nourrir l'Afrique. En même temps, elle va solliciter les États à hauteur de leurs possibilités, mais surtout les investisseurs privés et les investisseurs institutionnels sur le marché international. Et là, du coup, ça rejoint la question de la crédibilité de la Banque africaine de développement en tant qu'institution fiable. Travail qu'a fait avec beaucoup de doigté Donald Kaberuka, qui est poursuivi par son successeur aujourd'hui pour justement impulser cette dynamique-là. Merci Alfred. 2,5%, c'est notre chiffre du jour. Il correspond au taux de croissance économique que devrait enregistrer la Namibie en 2016 contre un taux de 5,3% en 2015. Jean-Marie, à quoi est dû ce ralentissement de l'économie namibienne? L'économie namibienne, comme tout facteur économique, si vous voulez, l'économie connaît, si vous voulez, des hauts et des bas, des fluctuations, ce qu'on appelle des fluctuations économiques. L'économie, si vous voulez, il faut déjà regarder le potentiel de l'économie namibienne. Donc, être arrivé, si vous voulez, à 5% et qu'on redescende, pour moi, si vous voulez, c'est une baisse qui est tout simplement conjoncturelle. Tout simplement pourquoi? Parce que les structures de l'économie restent relativement saines et performantes. Parce qu'il faut que les investisseurs puissent digérer, si vous voulez, la surchauffe de l'économie qui arrive et qu'on essaye de voir, c'est-à-dire nos investissements qui ont été mis en place, le retour sur investissement sera-t-il assuré, oui ou non? Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne le cycle économique dans le cycle économique à travers ces fluctuations-là. Donc tant que ce sont des fluctuations conjoncturelles et qu'on continue à bâtir la structure de l'économie, pour moi, ce n'est pas aussi alarmant que ça. Alfred, mais quels sont les secteurs clés de l'économie namibienne? C'est d'abord l'industrie du diamant, qui est la source principale de revenus pour la Namibie, le tourisme un petit peu moins, les travaux publics, les investissements dans le secteur des travaux publics aussi. Je pense que la baisse aujourd'hui est liée aussi en partie au fait de la crise qui frappe la Chine aujourd'hui, qui était l'un des premiers importateurs des diamants de la Namibie. Et donc, c'est conjoncturel. Ça va repartir puisque les prévisions pour l'année prochaine sont assez favorables. Exactement. Monsieur Lonsi-Koko. Aussi bien pour la Namibie, le diamant, et pour le Nigeria, le pétrole, ces deux secteurs sont frappés. On voit ce qui se passe au niveau des pays. Ce qui veut dire qu'il faut que les Africains commencent à penser à diversifier leur économie, à ne pas compter que sur un seul produit, parce que si ça ne marche pas de ce côté-là, ils risquent d'avoir des gros problèmes. Et on le voit aujourd'hui. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce vendredi sera consacrée à l'économie congolaise. Comment se porte-t-elle? Eh bien, nous en parlerons. Monsieur Lonsi-Koko, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Alliance de base pour l'action commune, parti d'opposition en République. Sous les sigles de l'ABACO. Voilà, parti d'opposition en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Marie, merci à vous. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et chères téléspectatrices d'Alfred. Je sais qu'il va s'en occuper tout à l'heure. Alfred? Ravissement consolidé, confirmé d'être avec vous autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, vraiment, je suis très heureux de leur accueil bienveillant. Merci Alfred et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.